Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Congés payés et absentéisme, un surcoût pour les entreprises. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel pour l'expertise RH chez Heming et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation au format PDF vous sera envoyé par email à la fin de cette session. Vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran et nous pendant toute la durée du webinaire. À présent, je suis ravie de vous présenter nos intervenants du jour. Farida El Kantouche, consultante experte coûts sociaux chez Heming. Bonjour Farida. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Et Maître David Jonin, avocat associé pour le cabinet Gide Loyret Nouel. Bonjour David. Bonjour. À présent, je laisse la parole à Farida qui va vous présenter le sommaire de ce webinaire. Bon webinaire à toutes et à tous. Pour ce webinaire, nous allons vous rappeler brièvement le principe du droit à congé payé. Nous aborderons également la question de la portée juridique des fameux arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation. Nous aborderons également le périmètre des congés éligibles au regard de ces dispositions, la prescription, quelle serait la prescription applicable. On abordera également le report des congés payés. Ensuite, la question de l'assiette et des taux de cotisation applicables. Également, une question importante, la provision. Et en conclusion, la responsabilité de l'État. Concernant le rappel du principe des droits à congés payés. Tout salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. C'est une disposition du Code du travail et le congé ne peut excéder 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. De cette disposition, il ressort plusieurs principes. Le salarié qui est en arrêt maladie, donc son contrat est suspendu, ce salarié-là, en arrêt maladie, ne va pas acquérir de droit à congé payé, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ou lorsqu'il y a maintien de salaire. Lorsqu'il y a maintien de salaire, ces périodes sont considérées comme du temps de travail effectif et il n'y a pas de proratisation des congés à payer. Deuxième principe, un salarié qui est en arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle voit certaines périodes assimilées à du temps de travail effectif et ce, dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an de l'arrêt. Il acquiert donc des droits à congés payés dans cette limite-là. Ensuite, vous avez effectivement toutes les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul du nombre de congés payés. Ce sera les périodes de formation, ce seront les congés légaux pour événements familiaux. Vous avez également les périodes de congés maternité, congés d'adoption et paternité. On a ensuite une période de référence qui est classique du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, sauf exception. Vous avez des entreprises qui, via des accords d'entreprise, prévoient une période différente, qui peut être l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Et la période d'acquisition, donc, va précéder la période d'utilisation. Voilà pour un rappel bref du droit à congé payé. David va aborder maintenant la portée juridique des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. À vous, David. Merci. Alors, l'objet de ce webinaire, effectivement, c'est non seulement de vous présenter la règle de droit, mais aussi les conséquences financières de la règle de droit, c'est-à-dire les conséquences opérationnelles pour vous que peuvent engendrer cette jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, les arrêts du 13 septembre 2023, vous avez certainement lu et entendu parler de ces arrêts à de nombreuses reprises, mais il faut juste se rappeler que ces 5 arrêts qui ont fait l'objet d'une publication le jour même par la Cour de cassation et qui portaient sur différents sujets, à savoir les congés à maladie, le congé parental, mais aussi le droit à congé payé de salariés dans le contexte d'un accident du travail. Et dans le contexte de ces arrêts, la Cour de cassation a mobilisé la directive du 4 novembre 2003 qui prévoit effectivement l'octroi de droits à congés payés sans nuance de la période de présence à l'effectif et qui donc est susceptible de générer par son application la génération de droits à congés payés
dans le contexte de période d'absence. Ainsi, à titre d'exemple, le salarié bénéficiant d'un arrêt maladie doit continuer à cumuler des congés payés durant toutes ces périodes d'absence, quelle que soit l'origine de sa maladie, professionnelle ou non. Plus généralement, tous les salariés en maladie acquièrent des congés payés, quelle que soit l'origine de leur pathologie. On va évoquer maintenant le périmètre des congés éligibles, à savoir, s'agit-il des congés légaux, les congés conventionnels, et s'il s'agit des congés légaux, quelle période doit-on prendre en compte? Alors, on est face à une jurisprudence qui peut paraître une jurisprudence de détail, puisque nous parlons de l'acquisition de congés payés pendant des périodes d'absence du salarié, mais il est certain que pour toutes les entreprises qui sont soit confrontées à des taux d'absentéisme importants, soit confrontées à des effectifs effectivement importants, cette jurisprudence est susceptible de générer des conséquences financières très importantes. Le périmètre de cette jurisprudence et donc de ses conséquences, notamment financières pour les entreprises, vise les congés payés légaux qui, en droit français, ne peuvent excéder que 30 jours ouvrables sur 5 semaines. La directive européenne, quant à elle, prévoit des droits à congés payés sur une durée minimale de 4 semaines. Le fondement des décisions de la Cour de cassation et le droit de l'Union européenne, on pouvait donc s'attendre à ce que les solutions rendues ne visent que les 4 semaines de congés exigés par le droit de l'Union européenne, mais la Cour de cassation, mobilisant parallèlement, concomitamment le droit de l'Union européenne et le Code du travail, nous précise que le droit au congé payé national est de 5 semaines et donc applique sa jurisprudence aux 5 semaines de congés payés. Le doyen Huglot, donc une personne importante au niveau de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a considéré que retenir une solution différente aurait abouti à une situation d'inégalité des droits à congé. Un salarié qui travaille aurait acquis 5 semaines, tandis qu'un salarié malade n'aurait pu acquérir que les 4 semaines de congés payés prévus par le droit européen. Sur ce terrain, le ministère du Travail a présenté aux partenaires sociaux dont on élève une piste en cours d'expertise, selon laquelle le plafonnement des congés payés par an pouvait être acquis serait de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines. La Cour de cassation inclut les congés payés conventionnels en prévoyant que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle. Et donc, lorsqu'on s'interroge sur le périmètre de cette jurisprudence, s'agit-il des seuls congés payés légaux, donc ce qu'on vient de voir, à savoir, s'agit-il du congé de 4 semaines ou s'agit-il du congé de 5 semaines? Et compte tenu que de nombreuses conventions collectives prévoient des droits à congés payés spécifiques, par exemple la convention collective de la chimie, cette jurisprudence a-t-elle vocation à s'appliquer aux droits au congé conventionnels? La Cour de cassation, effectivement, inclut les congés payés conventionnels en prévoyant que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle. Et c'est donc sur la base de ces dispositions que la Cour de cassation se prononce. Quelle prescription? Voilà, quelle prescription serait appliquée selon vous? Alors, le sujet de la prescription est un sujet assez fondamental parce que dans le contexte de l'interrogation, tout le monde a compris ce que voulait dire cette jurisprudence du 13 septembre 2003. Tout le monde a compris que les périodes d'absence du salarié allaient maintenant permettre aux salariés d'acquérir des droits à congés payés, mais tout le monde s'interroge sur qu'est-ce que ça signifie en pratique en termes de quantum de congés payés qui seraient éventuellement dus par les salariés. Et à partir de quand ces salariés pourraient éventuellement avoir généré des droits à congés qui ne seraient pas prescrits. C'est peut-être le problème de l'application de cette jurisprudence, c'est le problème le plus important, puisque dans le droit commun, vous avez les dispositions sur la prescription, qui sont notamment dans le Code civil, mais qui s'appliquent bien entendu également dans le Code du travail, qui visent à considérer que la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où le créancier d'un droit a connu l'existence de son droit. Et ce principe s'applique à cette jurisprudence. Et donc, la prescription ne peut courir qu'à compter de la fin de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Si l'employeur justifie avoir correctement calculé les droits à congés payés de ses salariés en prenant en compte les périodes de suspension du contrat de travail. Et dans le cas contraire, effectivement, vous l'avez bien compris, c'est certainement la quasi-totalité des employeurs, voire même davantage. Les droits du salarié ne sont pas prescrits, le délai n'ayant pas débuté.
Donc, si le salarié n'a pas été informé de l'existence d'un droit à congé payé pendant cette période d'absence, il est certes important de considérer qu'en application pure et simple des règles de prescription, il y a un risque que la prescription puisse remonter bien au-delà de la prescription de 3 ans qui s'applique en matière de salaire. Et donc, dans le contexte du débat sur cette prescription, qui est peut-être le débat le plus important dans l'application de cette jurisprudence, il y a effectivement différentes thèses qui émergent, qui sont plus ou moins génératrices de risques importants. Alors, il est bien entendu que la thèse du début de la prescription en 2009 est une thèse qu'il faut absolument considérer, même si c'est la thèse la plus lointaine aujourd'hui qui fait l'objet de débats, qui donc viserait à considérer que les droits courent à compter du 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, thèse du doyen Hugo dont on vient de parler, et qui est aujourd'hui la plus couramment admise. Ce qui signifierait qu'il faudrait remonter à 2009 pour calculer les droits à congés payés des salariés. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des problèmes légaux et pratiques. Le premier problème légal, c'est que l'employeur doit conserver les bulletins de paie et les données de paye pendant 5 ans, et le Code du travail ne prévoit pas pour l'employeur l'obligation de conserver les données de paye davantage. Et donc, il va y avoir effectivement aussi une confrontation des délais de prescription avec la réalité des salariés. Le salarié qui aura éventuellement conservé l'intégralité de ses bulletins de paie pourra peut-être constituer un dossier de preuve lui permettant de calculer précisément ses droits, mais il est certain que cette remontée de la jurisprudence à 2009 pourrait causer un véritable problème probatoire dans la constitution d'un éventuel dossier d'un salarié qui viserait à recalculer ses droits à congés payés, ou dans la posture d'un employeur qui se dirait « je veux régulariser les droits de mes salariés » et qui pourrait se confronter aussi à l'absence de données fiables lui permettant de le faire. Deuxième thèse de 2012, qui vise à démarrer à compter d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 janvier 2012, ayant affirmé pour la première fois la contrariété du droit français au droit de l'Union européenne. Troisième thèse, celle de 2018, qui considère que les droits courent à compter d'un autre arrêt de 2018 ayant reconnu l'effet direct horizontal de la directive de 2003. Et dernière thèse, ça serait effectivement de considérer que les droits courent à compter des arrêts de la Cour de cassation. Ça, pour le coup, je ne vois pas comment c'est possible de considérer que cette année 2023 soit l'année pivot à considérer. Alors, il y a aussi un autre élément qu'il faut considérer, c'est que ce n'est pas la première fois que la jurisprudence vient bousculer des sujets sur lesquels des règles juridiques étaient appliquées depuis des décennies. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation vient, de par sa jurisprudence, créer des droits sur lesquels on s'interroge sur la prescription. Ce que l'on a pu voir dans le passé sur différents sujets, c'est qu'à chaque fois que ce sujet est intervenu, il y a eu une intervention du législateur, et cette intervention du législateur venait fixer la règle de prescription applicable, mais c'était toujours sous réserve des contentieux en cours et sous réserve des décisions qui sont passées en force de choses jugées. Et donc, ces deux réserves, on devrait, à mon avis, les retrouver, quelle que soit la règle de prescription qui soit retenue dans le contexte de ce sujet. La réserve des contentieux en cours et la réserve des décisions ayant passé en force de choses jugées seront, à mon avis, des réserves qui s'appliqueront à la solution qui sera mise en place. Concernant les salariés qui sont en poste, on va effectivement voir la durée possible du report de leurs droits. Alors, oui, et donc c'est la suite effectivement du débat sur la prescription. Alors, aucune décision n'a été rendue à ce sujet, sauf un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne précisant un délai de report allant jusqu'à 15 mois. L'article 7 de la directive ne s'opposait pas à ces dispositions à des pratiques limitant le cumul des droits à un congé. La Cour de cassation semble admettre dans ses arrêts du 13 septembre 2023 la possibilité d'un report illimité des droits au congé annuel accumulés en raison d'un arrêt de travail pour maladie de longue durée. Donc, ce que ça signifie en pratique et en langage extrêmement simple, ça signifie que le salarié, s'il veut prendre les congés payés qu'il a acquis et qu'il n'a donc pas pris, aurait une période de 15 mois pour
effectivement prendre ces congés payés qui seraient la suite du nouveau calcul de ces droits en prenant en considération les périodes d'absence précitées. Alors, sur ce terrain, le gouvernement a bien compris que son éventuelle responsabilité, on verra plus tard, était susceptible d'être engagée, puisque de quoi parle-t-on? Nous parlons d'une directive du 4 novembre 2023 qui devait être en principe introduite dans le droit français en 2008 et qui donc serait susceptible de générer une éventuelle responsabilité de l'État. Et donc le ministère du Travail veut guider le sujet et veut communiquer pour essayer de trouver une solution qui puisse permettre aux entreprises d'échapper à des règles de prescription qui soient particulièrement longues et donc particulièrement coûteuses. Le ministère du Travail annonce une réponse du gouvernement au premier trimestre 2024. Il nous confirme que 2 pistes ont été présentées aux partenaires sociaux, dont le MEDEF. Le délai de report de 15 mois s'appliquera à l'issue de la période de référence au titre de laquelle ces congés auraient dû être pris. Le plafonnement à 24 jours ouvrables est aussi en cours d'expertise juridique par le gouvernement et la décision du Conseil constitutionnel qui doit être rendue au plus tard le 15 février prochain, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2023 et qu'il a 3 mois pour rendre sa décision, sera décisif sur ce point. Le président du MEDEF affirme qu'il a obtenu de l'exécutif l'instauration d'un droit au report des congés payés sur une période de 15 mois. On va aborder maintenant, effectivement par rapport à tout ça, quelle serait l'assiette, les taux de cotisation et contributions sociales applicables et les plafonnements. L'indemnité de congé payé, elle se calcule selon 2 méthodes. On applique soit la règle du 10e, soit la règle du maintien de salaire, et la règle la plus favorable est retenue par l'employeur. Concernant le fait générateur des cotisations et contributions sociales, le principe est que l'assiette, les taux et les plafonds sont fonction de la période d'emploi. On rattache à la période d'emploi. Mais vous avez aussi des règles spécifiques qui s'appliquent de rattachement dans certaines situations particulières. C'est le cas pour la périodicité non mensuelle qui concerne l'indemnité de congé payé, où là, on va appliquer les cotisations et contributions applicables selon les règles qui sont relatives à la rémunération du mois au cours duquel ces éléments de rémunération auraient dû être versés. On a ces dispositions dans le bulletin officiel de sécurité sociale, dans la rubrique, dans le chapitre assiette générale et au paragraphe 450. Par exemple, vous avez un salarié qui a été en arrêt maladie en 2019 et en 2020. Il a quitté donc l'entreprise, il est sorti des effectifs en 2022. Il réclame aujourd'hui à son employeur une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et pour l'année 2020, au cours desquelles il était en arrêt. Pour le calcul de l'assiette et des taux, on va s'attacher à regarder les règles qui étaient applicables durant l'année 2019 et durant l'année 2020. Concernant les éléments de rémunération qui sont versés en conséquence d'une décision de justice. Dans ce cadre-là, on va appliquer le principe de rattachement à la période d'emploi qui a donné lieu aux rappels de salaire qui sont ordonnés par les décisions de justice. Toujours dans le BOSS et cette fois-ci au paragraphe 550. Comment on va effectivement regarder tout ça? On prend un exemple. En janvier 2024, l'employeur va verser, en même temps que le salaire du mois, des rappels de salaire qui sont issus de décisions de justice et qui concernaient les exercices 2015 et 2014. Pour le salaire du mois de janvier, on va appliquer les règles d'assiette, de taux et de plafonnement du mois de janvier. En revanche, concernant les rappels de salaire qui concernent les années 2014 et 2015, on va appliquer les règles qui s'appliquaient pour chacun des mois des années 2015 et 2014. Pour synthétiser, quand j'ai un contrat en cours, j'applique le principe de rattachement à la période d'emploi. Quand le salarié est sorti des effectifs après la rupture, mais hors décision de justice, je vais appliquer le principe de rattachement à la dernière période d'emploi. Et quand j'ai une décision de justice, je vais appliquer le principe de rattachement à la période d'emploi qui a donné lieu aux rappels de salaire qui ont été ordonnés par la décision de justice. Aujourd'hui, effectivement, se posent de nombreuses interrogations par rapport à ce que disait David.
au niveau de la disponibilité des données et de la fiabilité des données. En sachant que si effectivement on remonte jusqu'en 2009, donc soit 15 ans, une période assez longue, effectivement les entreprises n'auront pas tous les éléments. Et puis, il y a des changements qui sont intervenus au niveau de la collecte des déclarations annuelles des données. Vous aviez la déclaration annuelle des données sociales unifiées qui a été modifiée et avec une réforme où on est passé à la NKDS. Depuis 2017, vous avez la DSN. Aujourd'hui, est-ce que la DSN est en capacité de récupérer les données sur 15 ans? Non, ce ne sera pas possible. On a aussi d'autres éléments. Vous avez aussi la fusion en 2019 qui est intervenue, la fusion de l'Agir Carco, les caisses de retraite complémentaires, avec la suppression de la garantie minimale de points pour les cadres qui n'avaient pas de revenus, qui avaient des revenus inférieurs au plafond. Quid des cotisations qui n'existent plus, telles que la cotisation salariale chômage, quid des différences de taux horaires et puis l'impact fiscal également. Vous avez également d'autres questions qui se posent concernant aujourd'hui les entreprises qui sont condamnées à des rappels de salaire via des décisions de justice. Qu'est-ce qu'elles font dans la pratique? Généralement, pas toutes, mais bon, dans la pratique, elles vont appliquer les assiettes, les taux de cotisation et de contribution et les plafonds de la date du paiement. Alors, il n'y a pas vraiment de risque URSSAF puisqu'elles sont quand même, on va dire, mieux-disantes. Donc, l'entreprise s'acquitte de cotisations. Dans le cadre d'un contrôle, l'inspecteur ne va pas aller regarder, effectivement, calculer la différence de taux entre ce qui aurait dû être appliqué et ce qui est appliqué. Tout simplement pourquoi? Parce que plus la date de paiement est actuelle, on va dire que les cotisations ont aussi changé et c'est plutôt favorable aux salariés. Le risque est quasiment nul. Mais là, on est dans des cas qui sont quand même isolés. En revanche, si le nombre de contentieux devait augmenter avec l'application de cette jurisprudence, ce sera fonction, je pense, du délai de prescription. Là, la question va être différente. On peut aussi s'interroger, David, sur le fait que des entreprises seront peut-être amenées à vouloir transiger avec leurs anciens salariés pour limiter, on va dire, l'effet d'aubaine de ces salariés-là. Donc, par rapport à des transactions qui convertiraient l'indemnité compensatrice de congés payés en dommages et intérêts, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette façon de faire? Est-ce que ça risquerait pas d'impacter les entreprises, mais pas de la bonne manière? Alors, oui, certainement, on est confronté effectivement à un problème de calcul qui risque d'être extrêmement compliqué, mais qui peut avoir des incidences financières extrêmement importantes. Après, la réalité professionnelle que les logiciels de paye des entreprises sont des logiciels de paye qui sont à jour, mais qui ne sont qu'à jour, donc qui sont dans l'incapacité de calculer sur des périodes du passé correctement des cotisations sociales. Je pense qu'il y aura lieu quand même de faire des arbitrages prudents dans la mise en œuvre opérationnelle des principes dégagés par la Cour de cassation et surtout de ce que le ministère du Travail va nous dire s'il nous dit quelque chose un jour. C'est ça, exactement. On a beaucoup d'inconnus à ce stade et effectivement, la consultation des partenaires sociaux, organisations patronales et organisations salariales, sera importante dans ce cadre-là. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on vous pose une question. Donc, le sondage va s'afficher sur votre écran. Donc, on vous pose cette question. Avez-vous déjà provisionné des sommes au titre des indemnités de congés payés? Oui, non. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre à ce sondage. Très bien, vous êtes déjà 55% à avoir répondu au sondage. Je vous laisse encore quelques instants et nos experts vous les commenteront par la suite. Très bien, le sondage est maintenant terminé. Nous allons partager à l'écran les résultats du sondage. Donc, à 38%, oui, vous avez déjà provisionné des sommes au titre des indemnités de congés payés et à 62%, non.
Ensuite, nous vous posons une deuxième question. Il va s'afficher tout de suite sur votre écran. Si oui, sur quelle période? 1 an, 3 ans ou au-delà de 3 ans? Nous vous laissons quelques secondes pour répondre au sondage. Très bien, un élément de réponse se dessine déjà. Très bien, vous êtes déjà plus de la moitié à avoir répondu. Je vous laisse encore quelques secondes. Très bien, le sondage est maintenant terminé et je laisse Farida et Maître Jonin vous commenter ces résultats. Alors qu'on voit que vous êtes 51% à avoir provisionné sur une période de 3 ans, vous êtes 42% sur 1 an, et au-delà de 3 ans, il y a quand même 7%. Alors, il est vrai que la recommandation juridique à minima, mais c'est vraiment à minima, serait à mon sens 3 ans. J'imagine que ceux qui ont répondu 1 an réfléchissent par rapport à leur pratique ou à leur connaissance de l'attitude de leurs salariés sur leurs droits. Au-delà de 3 ans, ça me paraît tout de même prudent de s'interroger très sérieusement sur la mise en place d'une prescription au-delà de 3 ans. Et pour introduire un peu ce que Farida va nous expliquer dans quelques instants, il faut tout de même se rappeler, alors notamment pour les entreprises pour lesquelles les incidences financières de cette jurisprudence sont importantes, qu'il y a dans le Code de commerce des obligations de présentation de comptes fidèles à la réalité de l'entreprise, et que donc la provision sur ce thème, elle doit être en principe appréciée sérieusement. Alors tout cela est bien entendu un arbitrage de risque, mais il faut bien avoir en tête le principe que les comptes doivent être une présentation fidèle des créances et des dettes de l'entreprise. La question, effectivement, c'est de savoir l'employeur est-il tenu de provisionner, mais la question qui est plus importante, c'est sur quelle période. Alors effectivement, nous avons interrogé des commissaires aux comptes, et ces derniers nous précisent que les sociétés, effectivement, doivent prendre en compte, et ce dès 2023, une provision pour les congés payés acquis lors des arrêts maladie. Donc ça, c'est effectivement la prérogative qu'il faut faire. Ensuite, se pose la question de la durée de la rétroactivité. Vous avez vu avec David tout à l'heure, on avait 4 postulats. Et là, par rapport aux réponses qu'on a obtenues, on évoque deux périodes. Soit effectivement l'hypothèse de 3 ans, soit une rétroactivité depuis 2009. Dans tous les cas, une provision doit être calculée sur CCP acquis pour les salariés en poste qui ont fait l'objet d'arrêt maladie. Se pose la question également des salariés qui ont quitté l'entreprise et sur la base de laquelle la société doit effectivement également comptabiliser une provision. La société, donc effectivement, va devoir regarder quelle période elle va prendre en compte, 3 ans, 9 ans, et faire une extraction des salariés qui ont été en arrêt maladie pour justement calculer le risque qui sera estimé au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. On a les salariés qui ont quitté la société, mais il ne faut pas oublier aussi, alors ce sera de manière marginale, mais vous avez aussi les salariés, les ayants droit, qui peuvent initier aussi une action dès lors que le salarié est décédé au cours de son au cours de son au cours de la période de travail, on va dire. Donc cela est à prendre en compte aussi. Donc si on résume, on doit prendre en compte une provision pour les congés payés acquis pour les salariés en poste qui ont eu des arrêts maladie. Au niveau rétroactivité, on ne sait pas si c'est 3 ans ou 9 ans. On attendra que le législateur intervienne.
La provision est obligatoire pour tous les salariés qui sont en poste, bien entendu. Et une autre provision, mais cette fois-ci, on estime un risque pour les salariés qui auraient quitté la société et qui auraient fait l'objet, durant leur carrière, d'un arrêt maladie ou de plusieurs arrêts maladie. Voilà pour la provision. On va évoquer maintenant, par rapport à tous ces impacts financiers, on sait que ces impacts financiers, pour l'instant, sont estimés à des milliards pour les entreprises en France. Quid de la responsabilité de l'État? David. Alors, pourquoi on se pose la question de la responsabilité de l'État dans ce dossier qui se révèle très contentieux, puisque si on s'interroge, il y a la Cour de cassation s'est prononcée, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, le Conseil constitutionnel va se prononcer. Et pourquoi saisir cette fois-ci les juridictions administratives d'une éventuelle responsabilité de l'État? Eh bien, parce que dans le contexte de cette directive du 4 novembre 2003, cette directive devait être introduite dans les droits nationaux au plus tard en 2008. Et donc, il y avait une obligation d'introduction dans les droits nationaux qui s'appliquait, dont étaient débiteurs chacun des États membres de l'Union européenne. Dans ce contexte, le fait que l'État français n'ait pas respecté son obligation le rend-il responsable à l'égard des salariés, le rend-il responsable à l'égard des entreprises, le rend-il responsable à l'égard des syndicats, d'une éventuelle responsabilité, qui bien entendu se traduirait en dommages et intérêts au regard du préjudice subi. Mais on vous a évoqué effectivement des chiffres astronomiques il y a quelques instants. Est-ce que cette responsabilité dans son quantum pourrait atteindre les milliards d'euros dont on parle? Sur le plan des principes, la responsabilité de l'État peut être engagée en cas de loi litigieuse reconnue inconstitutionnelle, également en cas de méconnaissance des obligations découlant des engagements internationaux de la France. C'est une action en responsabilité classique qui nécessite donc de démontrer une faute ou un manquement dans l'exécution de ses obligations et la démonstration d'un préjudice lié en l'espèce à la non-intervention du législateur. Au cas particulier de l'acquisition des droits à congés payés tel que prévu par la directive du 4 novembre 2003, la Cour d'appel administrative d'appel de Versailles a déjà reconnu au bénéfice de plusieurs organisations syndicales la responsabilité de l'État, et ce au titre du préjudice moral subi par les salariés en lien avec la non-conformité du droit national. Alors, qui dit préjudice moral dit en termes de quantum des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je vais vous dire sur les éventuels milliards d'euros que pourrait représenter la jurisprudence du 13 septembre 2023. Mais néanmoins, cette jurisprudence, elle doit être considérée, bien qu'il appartiendra aux employeurs de démontrer la réalité de leur préjudice en lien avec l'absence de transposition dans le droit français de la directive. Cette jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles démontre que la responsabilité de l'État peut être engagée pour défaut de transposition des dispositions litigieuses. Donc, ce principe étant acquis, de quoi parle-t-on? Quid du potentiel préjudice subi par les employeurs consécutivement aux arrêts? Compte tenu de l'absence à ce jour de reconnaissance d'inconstitutionnalité des articles L. 3141-3 et 5 du Code du travail, est exclue l'hypothèse du préjudice tiré de la seule inconstitutionnalité. Et là, petite parenthèse sur la décision qui va être rendue par le Conseil constitutionnel, ayez bien tous à l'esprit que quand bien même le Conseil constitutionnel considérerait conforme à la Constitution les dispositions du droit français sur les congés payés, il n'en demeure pas moins que ce qu'a déclaré ce qu'a constaté la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023, à savoir la non-conformité au droit de l'Union européenne des dispositions du droit national sur les congés payés, eh bien ça restera. Donc on n'a pas besoin que le Conseil constitutionnel intervienne pour déjà constater une non-conformité. Bien entendu, si en outre le Conseil constitutionnel constate cette non-conformité, ça s'ajoutera dans la caractérisation d'une illicéité d'une non-conformité des dispositions du Code du travail. Et il faudra dans ce cadre que les employeurs démontrent la caractérisation d'un préjudice, donc le caractère réel du préjudice. Je comprends que l'administration se positionne défavorablement à sa reconnaissance. Elle considérait que l'employeur ne peut se prévaloir d'un droit reconnu au salarié lequel subit un préjudice. En l'état de la jurisprudence sur le principe et la réparation de l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. Alors, dans ce contexte-là, on peut s'interroger sur comment peut-on considérer qu'un employeur n'ait pas de préjudice à devoir verser des sommes
qu'il considérait, en application de son droit national, ne pas devoir verser du fait effectivement d'une carence de son législateur, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher sur ce sujet. Et à mon avis, il y a quelque chose à aller chercher sur ce sujet en termes de caractérisation du préjudice. Et à minima, ce qui résulte un peu de notre réflexion à Heming et Gide, c'est de dire qu'à minima, il y aurait peut-être aussi quand même la part patronale des cotisations sociales qui serait, qui est pour le coup le préjudice subi par l'employeur sur son patrimoine, sur une dette dont il est seul responsable, sur les indemnités qui seraient éventuellement reversées aux salariés en application de la jurisprudence du 13 septembre 2023. Donc, à titre principal, j'aurais tendance à aller chercher la responsabilité de l'État sur l'intégralité du quantum et à titre subsidiaire de solliciter à tout le moins le remboursement de la part salariale des cotisations, de la part patronale, pardon, des cotisations que j'ai dû verser sur les sommes que j'ai dû régulariser à mes salariés. Donc, pour poursuivre effectivement, et sans répéter ce que je viens déjà de dire, donc il y a nécessité de prouver un caractère certain du préjudice, et ce préjudice pourrait être important. On a bien entendu conscience que ça pourrait impacter l'équilibre des comptes des entreprises, et surtout, il faut peut-être avoir à l'esprit qu'en l'absence de précédents jurisprudentiels et sous réserve de condamnation auprès du Conseil des prud'hommes, la responsabilité de l'État pourrait être engagée au terme d'une requête indemnitaire suivie d'une requête en plein contentieux devant les juridictions administratives au titre du préjudice pécuniaire subi. Merci beaucoup Farida, merci David. Nous allons maintenant répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez été nombreux à nous poser des questions pendant la durée du webinaire. Alors, Farida, David, je vous pose une première question. Alors, attendez, hop. Alors, congé payé conventionnel est égal concerné. Qu'en serait-il pour les congés prévus par accord d'entreprise ou par usage? Exemple, congé d'ancienneté, congé père et mère de famille. Alors, toute la source non légale des congés payés ne nous paraît pas, quand je dis la source non légale, ça ne veut pas dire la source illégale, ça veut dire la source qui n'émane pas du législateur et du droit de l'Union européenne en termes de congés payés, ne nous paraît pas concernée. Plus précisément, le périmètre de l'application de la jurisprudence objet du présent webinaire porte sur les congés payés légaux, non pas sur les autres congés payés, à savoir tout ce qui vient d'être cité, usage, engagements unilatéraux, accords d'entreprise, congés conventionnels, ne sont pas dans le périmètre de la jurisprudence du 13 septembre 2023 à ce jour. Très bien, merci beaucoup David. Je vous pose cette deuxième question. Est-ce que donc le gouvernement qui va statuer sur la prescription à retenir, discussion prévue au premier trimestre 2024? Oui, il y a bien une discussion qui est prévue. Oui, Farida. Il y a bien une discussion qui est prévue après justement l'arrêt, la décision de la Cour du Conseil constitutionnel qui doit intervenir courant janvier. Après la question, oui, il y aura bien des discussions. Mais est-ce qu'il y aura véritablement une prise de position? Je pense que très certainement, mais il n'y a pas non plus de certitude sur le fait que les partenaires sociaux s'accordent avec une position du gouvernement. Je comprends que le gouvernement, le nouveau, a répondu à une question qui lui a été posée en disant « je vais voir avec les partenaires sociaux », mais discuter avec les partenaires sociaux ne signifie pas la certitude d'une solution. Et puis, quand bien même il y aurait une solution, cette solution, elle pourrait éventuellement être critiquée devant les tribunaux. Si même une loi intervenait, il pourrait y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel sur cette loi. Donc, le débat devant le gouvernement, il est essentiel, mais il ne faut pas non plus penser qu'il sera définitif. Alors effectivement, on sait que Elisabeth Borne, avant de quitter le gouvernement, avait indiqué qu'il n'y aurait pas de surtransposition de la directive européenne et que le gouvernement essaierait de limiter les impacts. Mais effectivement, comme vous dites, David, attendons de voir effectivement de quoi il en retourne exactement. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors, une troisième question. À partir de quand le report de 15 mois s'appliquerait-il? À compter de la date d'acquisition ou du retour de l'absence du salarié? Farida, David, je vous laisse répondre à la question. Moi, je dirais au retour. C'est à compter du retour du salarié, parce que si le salarié est absent, il est dans l'incapacité de prendre ses congés. Donc, je pense que c'est la date de retour du salarié dans l'entreprise qui doit être prise en considération. Tout à fait.
Très bien, merci. Alors, on a le temps pour une quatrième question. Est-on obligé d'informer les salariés sur cette nouvelle mesure? Moi, je dirais Alors, qu'attendons de voir l'intervention du législateur pour pouvoir effectivement informer de manière concrète avec des éléments effectivement certains. On pourrait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des entreprises qui prévoient déjà des accords d'entreprise sur le fait que durant les congés maladie, les salariés acquièrent des droits à congés payés. Mais oui, il faut le faire. Alors effectivement, quand? alors, oui, moi je rajouterais qu'il y a certainement un devoir d'information à l'égard des institutions représentatives du personnel, notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés, puisque le CSE a des attributions consultatives sur certains thèmes des congés payés, mais les congés payés étant un élément de rémunération, il y a lieu quand même de s'interroger sur la nécessité de les informer, voire de les consulter lorsque les incidences financières seront plus précisément fixées. Et que de toute manière, il est fort probable que les membres des institutions représentatives personnelles, quand je dis les membres, c'est les membres élus, s'interrogent, posent des questions, mettent des questions à l'ordre du jour sur ce sujet quand ce sujet sera un peu plus éclairci. Tout Et, à fait. et l'expérience démontre que c'est déjà un sujet sur lequel certaines entreprises ont dû à débattre avec leurs représentants du personnel. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a le temps pour une dernière question. Jusqu'à quand peut-on remonter dans le temps pour réclamer ses congés payés? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a émis plusieurs postulats. 2012, 2018, 2009 et 2023. Ensuite, pour la provision, on parlait de 2000, des 3 ans ou de 2009. Là, on ne peut pas vous répondre précisément. On reste dans l'attente de l'intervention du législateur sur ce point-là. Oui, en rappelant la règle qu'on a exposée tout à l'heure, hein, c'est que qu'il s'agisse de congés payés ou d'autres sujets, le créancier d'un droit, il est admis que la prescription ne court pas à son encontre tant qu'il n'a pas eu connaissance de son droit. Donc, tant que le salarié n'aura pas connaissance de son droit au congé payé, et est-ce que c'est la publication des arrêts du 13 septembre, est-ce que c'est un autre événement, mais on peut dire peut-être la publication qui a été faite des arrêts du 13 septembre 2023. Mais si le point de départ du délai de prescription est fixé le 13 septembre 2023, ça veut dire qu'on peut remonter effectivement assez loin. Après, il y aura les contraintes opérationnelles. C'est bien beau de dire oui, mais il y aura les contraintes opérationnelles qui vont s'appliquer et qui, à mon avis, devraient empêcher des régularisations très très lointaines dans le temps. Mais enfin, les principes de détermination du point de départ de délai de prescription peuvent créer quelques frissons dans le dos à ceux qui doivent calculer la provision à inscrire dans les comptes. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, David et Farida, pour ce webinaire captivant sur les congés payés. Ce webinaire est maintenant terminé. Vous recevrez ce support de présentation par email à la fin de cette session. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.